Le mois de Ramadan touche presque à sa fin. La communauté musulmane s'apprête à célébrer la nuit du destin ou Laylat al-Qadr. Elle marque l'un des temps forts de ce mois de pénitence et de pardon. Dans ce journal, nous sommes allés à la rencontre de Rudy de la cité des 333 saints pour comprendre davantage sa signification et surtout que doit-on faire exactement courant cette nuit. Ça sera avec Najim Baba Sissi. Le Premier ministre préside la 15e session du comité mixte chargé du suivi des réformes du climat, des affaires. 2 points à l'ordre du jour, le plan stratégique et opérationnel 2023-2026 et le plan d'action 2023. L'hémophilie, peut-être vous en avez déjà entendu parler ou pas du tout, c'est normal parce que d'après notre constat, la maladie reste très peu connue ici au Mali. Occasion ce 17 avril, journée mondiale de l'hémophilie, de sensibiliser la population malienne en vue de faciliter la prise en charge des patients. Plus de détails, ça sera avec Maïmouna Guindo. Focus ce soir sur les bienfaits du jeûne sur la santé. Nous sommes pratiquement tous bien portants en ce moment. Oui, on déborde d'énergie malgré la fatigue. Qu'est-ce qui explique cela? Barakissa Ouattara nous dit déjà que le jeûne permet à l'organisme de se reposer pour se purifier. D'autres réponses en fin de journal. Bonsoir, merci de nous suivre. Le président Alassane Ouattara présente ses condoléances au colonel Assimi Goïta, président de la transition à la suite du décès de son père. Le message de condoléances était porté par un émissaire du président ivoirien à Koulouba, reçu en audience ce matin. Il s'agit du chargé d'affaires de l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire au Mali, Akatia Herman, qu'on écoute au micro de Mamari Koné. Nous sommes venus ici ce matin au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, et sur instruction de Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, renouveler sa compassion et ses sincères condoléances au président de la transition malienne suite au décès de son père. Nous étions récemment aux cérémonies d'hommage et funéraires du défunt, et le président a tenu quand même à ce que nous soyons ici physiquement pour démontrer tout son attachement et également tout son soutien qu'il a pour le président de la transition ici en ces moments extrêmement difficiles. Nous étions aussi porteurs d'un message que nous avons bien voulu transmettre, et les échanges ont démontré effectivement que tous les liens de solidarité et de fraternité entre nos deux États méritent d'être maintenus. L'ambassadeur du Canada au Mali à la primature, avec le chef du gouvernement, les échanges ont porté sur les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale entre nos deux pays, vieilles de plus de 50 ans. Le diplomate nous en dit plus au micro de Al-Husseini Touré. J'ai eu le plaisir de rencontrer aujourd'hui le Premier ministre pour premièrement me présenter. Je suis un nouvel ambassadeur ici à Bamako depuis 5-6 mois et nous avons discuté de sujets divers, y compris les relations riches entre le Canada et le Mali et la manière dont le Canada pouvait appuyer le Mali dans les défis qui le confrontent en ce moment. Alors, nous fêtons cette année 50 ans de coopération bilatérale. Le Canada amène de l'assistance au Mali depuis l'an 2000 et avant ça, nous travaillons en coopération avec le Mali dans divers secteurs. Nous sommes en santé ici, en éducation. Nous travaillons aussi à la productivité agricole et nous appuyons aussi les élections et la démocratie au Mali. C'est un portefeuille assez riche de projets, une trentaine en tout, et nous travaillons avec toutes sortes de partenaires au Mali. Nous en sommes très fiers. Poursuivons avec le chef du gouvernement qui a présidé la 15e session du comité mixte chargé du suivi des réformes du climat et des affaires. Et 2 points à son ordre du jour, donc le plan stratégique et opérationnel 2023-2026 et le plan d'action 2023 à Husseini Touré pour les détails. Nul n'ignore le rôle du secteur privé dans la création de valeur ajoutée et d'emplois. Mais pour jouer correctement son rôle, l'État se doit de créer les conditions idoines, notamment en termes de réformes favorisant l'amélioration du climat des affaires. La création du comité mixte de suivi des réformes du climat des affaires regroupant les représentants du secteur étatique et privé procède de cela. Sous son autorité, le comité mixte a pour mission d'impulser, de contrôler, de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des réformes relatives à l'amélioration du climat des affaires au Mali. À ce titre,
Il est chargé 1. D'adopter et de suivre la mise en œuvre du plan d'action pour l'amélioration du climat des affaires. 2. De formuler des recommandations pour améliorer le climat des affaires et assurer le suivi de la mise en œuvre. Et enfin 3. De proposer toute mesure visant à améliorer le climat des affaires. Il est composé des représentants du secteur public à travers certains membres du gouvernement, des représentants du secteur privé, notamment les premiers responsables des organisations faîtières du secteur privé et du chef de file du groupe thématique secteur privé des partenaires techniques et financiers. L'ensemble des questions qui sont sorties de ce débat prouvent que les gens se sont appropriés ces plans stratégiques et que nous allons améliorer au fur et à mesure parce que nous aurons des rencontres sectorielles pour essayer d'aplanir un certain nombre de difficultés parce que nous, au département, nous créons les conditions pour que le doing business soit vraiment favorable, attractif au pays. Et à ce niveau, nous avons recensé l'ensemble des problèmes et nous avons décliné en action. Et je pense que les uns et les autres se sont retrouvés dans le document et que très prochainement, nous allons approfondir un certain nombre de questions. Ça fait 7 ans que cette réunion n'a pas eu lieu statutairement. Donc c'est pour montrer la volonté politique du pays, de voir comment est-ce qu'on peut rendre, malgré les difficultés que le pays traverse, l'engagement du gouvernement à créer un environnement favorable pour faire le business et être attractif dans l'espace IMOA, CEDEAO, africain et même international. La création de cette structure mixte a permis d'engranger des résultats substantiels. Ainsi, des performances ont été réalisées en dépit des contraintes multiformes, notamment au niveau des indicateurs suivants. L'octroi des permis de construire, l'accès au financement, le commerce transfrontalier, le paiement des impôts et taxes, la création d'entreprises et le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans les réformes. Ces résultats sont les fruits d'efforts conjugués par tous les acteurs. Ils devraient nous inciter à maintenir le cap au cours des prochaines années pour que notre pays soit toujours cité comme une référence en matière de réforme du climat des affaires dans l'espace communautaire, pourquoi pas en Afrique. Je reste convaincu, sans l'implication du secteur privé, ces résultats ne seraient pas atteints. C'est donc le lieu pour moi de saluer le dynamisme du secteur privé malien et lui réitérer l'accompagnement du gouvernement dont l'objectif est de poursuivre l'amélioration continue du climat des affaires et promouvoir le secteur privé. L'application des recommandations et suggestions issues de cette 15e session permettra d'améliorer davantage le climat des affaires. En attendant, les participants se penchent sur le plan stratégique et opérationnel et le plan d'action 2023. Gros plan ce soir sur la nuit du destin ou Laylat al-Qadr. Le mois de Ramadan touche presque à sa fin. La communauté musulmane s'apprête à célébrer la nuit du destin. D'après ce qui est connu, la nuit du destin marque l'un des temps forts de ce mois de pénitence et de pardon. Nous sommes allés à la rencontre d'érudits de la cité des 333 saints pour comprendre davantage sa signification et surtout, que doit-on faire exactement courant cette nuit. Najim Baba Sissé à le Koulibaly. Laylat al-Qadr ou la nuit du destin, une nuit à la fois mystérieuse et divine. Elle intervient dans les derniers jours du mois de Ramadan. Il s'agit de l'une des nuits les plus importantes de la religion musulmane puisqu'elle commémore celle durant laquelle le Coran aurait été révélé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, par l'ange Gabriel. Laylat al-Qadri, c'est la nuit que le Coran est descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pourquoi on l'appelle Laylatul Qadri. Donc, la nuit que le prophète a reçu le Coran, on dit que c'est plus que 1000 mois. Donc, c'est pourquoi on dit Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Muhammadun bin Abdullah ya Rasulullah, ça c'est les anges qui descendent Laylatul Qadri. Afin de tirer profit de cette largesse du miséricordieux, les musulmans sont soumis à l'accomplissement de quelques recommandations divines durant cette période cruciale du mois de Ramadan. Laylatul Qadri est une nuit qui est bénie. Tout individu, Laylatul Qadri doit prier et implorer Dieu. Maintenant, tu implores Dieu. Unique, l'invincible, l'incomparable.
tu te soumis à Dieu. Si tu es pauvre, tu serais riche. Si tu as des problèmes vont finir. Si tu veux du bonheur, tu l'auras. Donc c'est la nuit qu'il faut implorer Dieu. Les islamologues ne sont pas unanimes quant à l'exactitude de la date de cette nuit, qui se déplace d'année en année. Nuit sainte dont on dit qu'elle vaut mieux que 1000 mois. C'est pourquoi les fidèles vont prier jusqu'à l'aube. Cette dévotion se poursuit chez certains jusqu'à la fin du mois de Ramadan, afin de tirer profit de ces privilèges. Le 27e jour, le 23e jour, le 26e jour, voilà, les marabouts sont en train de dire, parce que c'est une nuit qui est cachée. Ça doit être le mois dans lequel les ethnies qui sont au Mali doivent se comprendre, savoir que le Mali est unique. Ils doivent s'unir et ne pas se diviser. Ils doivent s'excuser et implorer Dieu et chercher l'entente entre toutes les familles. À Tombouctou, cette nuit de Laylatul Qadr, en plus de la lecture du Saint-Coran et des invocations, est marquée par l'établissement massif des mariages religieux et des dîners offerts aux populations par certaines familles. À la communion autour des repas, toutes en mélodie ou disons en chant sur les traces des chanteurs des zikrs ou chants religieux. Le JAR a son auditoire aujourd'hui dans presque tous les milieux, mais ces musiques restent-elles dans leur cadre d'origine? Beaucoup pensent que les préceptes sont galvaudés, ce qui scandalise d'ailleurs les précurseurs de la discipline. C'est pourquoi ils demandent aux jeunes de privilégier la formation qui permet de chanter convenablement tout en respectant les règles religieuses. Boubacar Kanouté et son équipe sont allés à la rencontre de certains ténors de la discipline, suivant ce qu'ils nous ramènent. Les chants religieux contiennent des poèmes et des versets coraniques chantés mélodieusement pour manifester la foi et relater dignement le parcours de certaines figures de la religion musulmane qui ont beaucoup contribué à son émergence. C'est là pour inciter les uns et les autres à suivre les traces du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ses compagnons et d'autres grands hommes de l'islam. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que je chante le zikr. Pour moi, le zikr est une invocation. Ce que je fais est plutôt un chant religieux. J'ai tout eu à travers ça. Je chante les louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et les fidèles musulmans. Ce que les jeunes font aujourd'hui, ce qu'ils appellent zikr, est une nouvelle conception qui ne rime pas avec ma vision. Les chants religieux quittent leur contexte au vu et au su de tout le monde. Issus de la vieille école, Racine Sall et Batamenta, qui ont plus de 40 ans d'expérience, sont désolés du comportement de cette nouvelle génération de chanteurs religieux. Cette discipline traverse une turbulence sans précédent. Notre génération n'était pas tentée par le gain facile. C'est à travers la médersa que j'ai commencé à chanter petit à petit. Nos aînés nous surveillaient de près pour éviter tout dérapage. Tel n'est pas le cas de nos jours. Les jeunes se considèrent tous comme des vedettes. J'appelle les jeunes chanteurs religieux à la retenue. Kassim Kouni, à cheval entre la première et la deuxième génération, est très connu dans les milieux. Est issu d'une famille où chanter les louanges des leaders religieux est une pratique ancienne. Il explique cette déviation de la jeune génération par le manque d'emploi, ce qui fait que les rangs des chanteurs de zikr ne font que grossir. Et il exhorte ses cadets à dissocier les chants religieux et ce qui est en porte-à-faux avec l'islam. Mohamed Bouaré, connu sous les sobriquets Zikri Fimani, anime des soirées. Selon lui, malgré certains dérapages, il s'évertue à respecter les règles élémentaires. Les chants religieux incitaient les fidèles à s'intéresser beaucoup à la religion. On sentait autour de ça un engouement réel. Nous assistons malheureusement à une autre portée par les jeunes. La plupart ne pensent qu'au sou. Nous gagnons de l'argent à travers les concerts
et autres soirées de réjouissance. Mais je partage le même souci que nos aînés qui visent à sauvegarder jalousement les valeurs des chants religieux. Toujours à m'a essayé qu'à to alako hokumu kononana. L'islamologue se prononce sur la situation qui est moins reluisante aujourd'hui. Selon le droit musulman, nous avons certains types de chants religieux. Tout chant religieux qui incite à de bonnes œuvres, qui incite à de bonnes actions, et qu'il n'est pas accompagné des instruments de musique. Et toutes les écoles juridiques de l'islam acceptent ces arts de chant. Ça, c'est la position de l'imam Malik dont nous réclamons tous dans ces pays-là en général. Effectivement, nous assistons aujourd'hui à une nouvelle génération qui enfreint toutes ces règles-là. Il faut les rappeler à l'ordre. Il faut les rappeler à l'ordre pour dire, voilà, dans ces pays-là, nous sommes les adeptes de l'école malikite. La problématique est posée pour une éventuelle réhabilitation du secteur qui a besoin aujourd'hui d'une thérapie de choc pour que ces chansons continuent d'émerveiller les fidèles musulmans. Merci Boubacar Kanouté. Et toujours en rapport avec le Ramadan, Barakissa Ouattara nous dira les bienfaits du jeûne dans Focus Santé à la fin de ce journal. Sur un tout autre plan, ouverture ce lundi de la deuxième audience ordinaire de l'année 2023 du tribunal militaire de Bamako. 3 affaires étant au menu de cette audience, à savoir une affaire de vol perpétrée dans la garnison de Koulikoro au détriment du contingent allemand, une affaire d'évasion et une affaire correctionnelle qui a été d'ailleurs renvoyée pour une autre audience. Là-dessus, je vous propose d'écouter le procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako, le magistrat colonel Soumeila Bakayuko, qui répond aux questions de Haridjou Matina. Cette audience fait partie des audiences correctionnelles du tribunal militaire de Bamako. Cette audience a 3 affaires au roux. Une affaire de vol. La deuxième affaire, c'est une affaire d'évasion. Vous savez que les militaires poursuivis, avant leur jugement, sont gardés au camp 1 de gendarmerie de Bamako, qui tient présentement lieu de prison militaire. Ces militaires qui étaient poursuivis, ils se sont profités pour s'évader. Il y a quand même une 3e affaire. Cette affaire, vous vous souvenez, en 2021, le tribunal avait fait une audience criminelle. À cette audience criminelle, il y avait 3 affaires. Une affaire de meurtre, une affaire d'assassinat et une affaire de viol. À la matière, ça c'est des sessions criminelles, c'est un peu solennel et on a renvoyé maintenant à la prochaine session criminelle. Donc maintenant, pour résumer, sur les 3 dossiers, il y a 2 dossiers qui sont retenus, il y a un dossier qui a été renvoyé. Sur les 6 évadés, il y a 4 qui ont été repris. Bon, maintenant, si les faits sont établis contre eux, ils vont écouper une peine maximum 2 ans. La procédure militaire a quelque chose de spécial. Quand un militaire est poursuivi, il est entendu en première instance dans une unité d'enquête de gendarmerie. Après, quand l'enquête est bouclée, on envoie les éléments et la procédure devant le procureur. Une délégation du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité vient de boucler 2 jours de formation sur les questions sécuritaires dans la région de Taoudéni. Cherfi Moulay Aïdara pour plus d'explications. Le comité régional consultatif de sécurité de la région de Taoudéni est désormais prêt à remplir ses missions. En effet, ses membres viennent de bénéficier d'une formation sur les nouvelles stratégies de prise en charge par les experts du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons appris que nous avons un moyen de communiquer tous nos problèmes de sécurité aux plus hautes autorités de l'État. Et Inch'Allah, le Conseil consultatif de la région de Taoudéni travaillera afin que tous les problèmes de la sécurité au niveau de la région soient transmis et résolus en temps opportun.
nous avons l'assurance maintenant que les autorités, que ce soit à l'échelon régional ou communal, ont désormais des outils sur lesquels on peut se baser pour catalyser la coproduction de la sécurité pour le bonheur des communautés. Les participants ont appris des concepts comme la police territoriale, la police de proximité, les enjeux et défis sécuritaires. Au regard de la franchise des débats et au regard de l'engouement que les uns et les autres ont eu à porter au débat. Que les autorités politiques et administratives ne ménageront aucun effort pour soutenir les actions des autorités de la transition afin d'endiguer le fléau du terrorisme qui inhibe tous les efforts en faveur de l'amélioration des conditions de vie et des populations. Ce comité se réunira mensuellement et ces rapports seront acheminés au commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. À l'instar de la communauté internationale, l'Association malienne de lutte contre l'hémophilie et les autres coagulopathies a célébré ce lundi 17 avril la journée mondiale de l'hémophilie. L'hémophilie, peut-être que vous en avez déjà entendu parler ou pas du tout. C'est normal parce que d'après notre constat, la maladie reste très peu connue ici au Mali. Occasion ce 17 avril de sensibiliser la population malienne en vue de faciliter la prise en charge des patients. Maïmouna Guindo. La Malek n'a qu'un seul mot d'ordre, faire de la maladie de l'hémophilie un mauvais souvenir pour les malades qui ont tant souffert de cette pathologie héréditaire et leurs familles. Un objectif dévoilé au cours de cette cérémonie de célébration. En dépit de sa gravité, l'hémophilie reste encore mal connue des populations. Souvent, des causes mystiques sont évoquées pour l'expliquer. En initiant ce cadre d'échange avec les acteurs de la santé, l'association veut non seulement mettre fin à la stigmatisation des malades, mais aussi amener les Maliens à changer de vision sur l'hémophilie. Ce matin, nous avons voulu faire comprendre que souvent, ce qu'on néglige peut aussi contribuer à changer même ce qu'on pense être ceux sur lesquels on met l'accent. Donc l'exposé de ce matin avait pour but de vous montrer un peu le rôle de l'hémophilie. L'hémophilie et les autres coagulopathies entrent dans l'ordre des maladies rares et souvent très méconnues et donc négligées. Le taux de mortalité et de morbidité associés à ces maladies reste encore élevé au Mali. Mais il est bon de saluer ici les efforts remarquables consentis par l'AMALEC et ses partenaires pour inverser la tendance. Ainsi, le taux de diagnostic a pu être amélioré avec une progression de 5 à 12% en 2018 à ce jour. 229 patients sont répertoriés par l'Association malienne de lutte contre l'hémophilie, un chiffre qui, selon ses responsables, reste beaucoup élevé. Et pour réussir sa mission d'éradication de cette maladie, les défis sont nombreux. Quand on fait un sondage, on va trouver que beaucoup connaissent des familles où on a ces problèmes-là. Et ces familles sont souvent stigmatisées parce qu'on va dire que ouais, c'est des sorciers, c'est des jours. Il y a des faux clichés qui sont construits autour de ces maladies. Donc si vous connaissez les malades, ne les stigmatisez pas, faites-les sortir de l'anonymat pour que nous puissions faire le diagnostic et pouvoir faire le traitement. Cependant, une prise en charge précoce et correcte améliore considérablement la qualité de vie et sur ce point, les membres de l'association rassurent. Au-delà de la prévention, rendre disponible tout le traitement fait partie de leurs priorités. Et toujours en parlant de santé, ce 17 avril 2023, le point Covid se présente comme suit sur 38 tests réalisés, 1 cas positif, 1 guéri, 0 décès et 3 personnes sont sous traitement. En troisième région, Madame le gouverneur de la région s'assure du bon déroulement des leçons modèles sur le projet de constitution. Madame Kanté en visite au lycée Monseigneur 1 de Sikasso. Compte rendu Moustapha Doumbia, Suleiman Bamba. C'est la classe des terminales sciences expérimentales 1 du lycée Monseigneur 1 de Sikasso qui est choisie par la chef de l'exécutif régional pour s'assurer du bon déroulement des leçons modèles sur le projet de constitution. Une leçon modèle dispensée par un professeur d'éducation civique et morale pendant près de 3 quarts d'heure. J'apprécie beaucoup ces leçons modèles parce que pour moi l'école est un cadre stratégique
pour une plus large diffusion, une plus large vulgarisation du projet de constitution. Les principales articulations de cette leçon modèle sont entre autres la notion de constitution, l'importance de la constitution, les raisons d'élaboration d'un projet de constitution et la description du projet de constitution. Bon, pour moi, le projet de constitution est un projet qui est venu pour le bon fonctionnement de la nation. La séparation des pouvoirs et l'adoption de la Constitution en vigueur sont d'autres aspects abordés au cours de cette leçon. La société des mines de Koumana déplore un incendie qui a touché dans la nuit du samedi 8 avril 2023 son bâtiment administratif. Compte tenu des dégâts enregistrés, une délégation du gouvernorat de la région de Bougouni s'est rendue sur les lieux. Jafar Haïdara nous en parle. 62 bureaux, une salle de conférence équipée de systèmes de visioconférence, un conteneur qui servait de bureau et de poste de contrôle, des documents administratifs tous partis en fumée. Tel est le bilan de l'incendie qui a transformé le bâtiment administratif de la société minière Koumana en cendres dans la nuit du samedi 8 avril 2023. Aussitôt informé, le gouverneur de la région de Bougouni a envoyé une délégation conduite par son conseiller aux affaires économiques et financières pour le constat et présenter la compassion des plus hautes autorités. Nous constatons qu'il y a eu beaucoup de dégâts ici. Tous les bureaux ont été brûlés. Tous les matériels, les ordinateurs, tous les papiers ont été brûlés. Vraiment, c'est un constat amer. Pour l'instant, les causes de l'incendie ne sont pas connues. Les enquêtes sont en cours pour faire toute la lumière sur ce sinistre afin d'éviter ce genre de dégâts dans l'avenir. Déjà, les dispositions que nous allons prendre, c'est de modifier la construction. Quand nous allons construire un nouveau bâtiment, nous allons modifier la construction. Nous allons revoir nos procédures d'intervention en cas on ne souhaite pas d'un sinistre de ce genre, former nos équipes, installer des détecteurs ou des dispositifs d'alarme très performants pour qu'en cas de sinistre, la réaction puisse être vraiment très rapide. Il faut signaler que l'incendie n'a pas enregistré de pertes en vie humaine. La mairie de la commune urbaine de Nioro et ses partenaires remettent une importante quantité de mobilier scolaire et d'équipements sanitaires aux écoles de la localité, une donation qui entre dans le cadre du projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services de riposte locale à la Covid-19. De Nioro du Sahel, Moussa Diakité. Au total, 275 tables bancs, 17 bureaux des maîtres, 34 armoires métalliques pour les écoles de la commune, 2 appareils échographiques, un agitateur de clés, 4 balances pèse bébé étaient concernés par cette remise qui a eu comme cadre la cour de la mairie. D'un coût total de 34 173 600 francs CFA financés par la mairie de la commune et ses partenaires, cette remise se situe dans le cadre du renforcement du mécanisme de décentralisation tout en améliorant les conditions de travail des structures éducatives et des associations de santé communautaires. Nous sommes convaincus que les objectifs de cette remise, à savoir donner plus de visibilité au projet et de renforcer davantage l'engagement des acteurs, seront atteints. Chez les bénéficiaires, la satisfaction était de taille. Ces matériels que nous allons recevoir dans nos différents SESCOM seront utilisés en bon escient. C'est le lieu pour nous vraiment de remercier d'abord la collectivité commune urbaine de Nioro pour d'abord son adhésion à ce projet-là, et aussi pour la gouvernance. Il y a une évaluation qui se fait par rapport à la gouvernance de chaque collectivité. Je pense que pour celle qui vient de terminer, je pense que la commune urbaine a engagé beaucoup de points. C'est aussi l'occasion pour nous de dire aux bénéficiaires qui sont aujourd'hui la santé et l'éducation, vraiment de prendre beaucoup soin de ces équipements-là, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de renforcer notre système éducatif et de renforcer vraiment la qualité des soins au niveau de nos structures de santé. Hors de nos frontières, le président du Haut Conseil des collectivités du Mali à Brazzaville et à Kinshasa, en République démocratique du Congo. La délégation malienne a eu des séances de travail avec le président du Sénat congolais. Le président du Haut Conseil des collectivités du Mali, Mamadou Satigi Diakité, est allé vulgariser d'une part le projet de constitution et d'autre part s'inspirer du Sénat congolais. Pour plus de précision, suivons l'une des interventions du président du Haut Conseil des collectivités malien. C'est un extrait choisi par Boukari Koulibaly. Je suis là ce matin
pour vulgariser le projet de constitution que le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, a validé et a présenté aux forces vives du Mali, tous les acteurs, et nous demandons de vulgariser ce projet de constitution en attendant le référendum. Si le Sénat doit être créé, nous devons certainement, après le vote du référendum, il y aura des lois organiques. Des lois organiques par rapport à l'Assemblée, des lois organiques par rapport au Sénat. Donc nous avons souhaité déjà avoir du président du Sénat des conseils par rapport à la loi organique. Et il nous a gentiment donné des copies de la Constitution du Congo et le règlement intérieur du Sénat du Congo. Jetons un regard ce soir sur nos compatriotes vivant à Kigali, au Rwanda. Déjà, il faut savoir que la communauté malienne vit en parfaite symbiose au Rwanda et ambitionne de faire hisser haut le drapeau malien à travers sa réussite dans différents secteurs d'activité. On en compte une centaine réunis au sein de la communauté des Maliens résidant au Rwanda. Nos envoyés spéciaux sont Moussokoro Sereme et Gaussou Touré. Farida Mourika Tete vit au Rwanda depuis 21 ans. Cette Rwandaise, mariée à un Malien, est gérante du restaurant Bambada. Elle est aujourd'hui une référence au sein de la communauté malienne à Kigali, grâce à ses spécialités purement du territoire malien et se fait pas mal de clients. Nous sommes avec beaucoup de compatriotes ici. On est bien, vraiment, on n'a pas de problème. Ils respectent beaucoup des étrangers. Si tu es en règle, ils sont bien avec toi. Comme Farida, ils sont nombreux ces Maliens qui ont réussi à s'imposer dans la vie rwandaise. C'est le cas, par exemple, de Mahamadou Dramé, qui excelle, lui, dans le domaine de la couture. Je suis arrivé dans ce pays par l'intermédiaire de mon oncle qui travaillait dans ce même atelier. On vit en parfaite symbiose avec les habitants et on se comprend. Ils sont quand même en avance sur nous en termes de développement. Depuis 2006, je travaille ici. Oui, avec le même patron. J'ai commencé à travailler avec Sograpé. Et puis il est parti au Mali. Lui, il est venu. On a continué à travailler ensemble. La relation est bonne. Hein? En plus d'être couturier, Mahamadou est également un membre influent de la COMA, la communauté des Maliens résidant au Rwanda. C'est chaque dernier dimanche du mois qu'on se réunit chez l'un des membres pour faire le point de nos conditions de vie, le respect des lois qui régissent le pays et on se partage les nouvelles du Mali. Aussi, nous faisons des cotisations pour aider nos frères et sœurs dans des cas sociaux comme les baptêmes, les mariages, les décès et les maladies. Cette bonne condition de vie de la communauté malienne bien implantée à Kigali est garantie par la présence de l'ambassade du Mali au Rwanda. Dernière née des missions diplomatiques et consulaires du Mali, elle offre de belles perspectives en matière de coopération bilatérale. Déjà, en 5 mois, nous avons pu obtenir la négociation de 3 accords importants, y compris l'accord cadre de coopération et l'accord entre les 2 ministères des Affaires étrangères, qui est un accord très très important, et enfin l'accord portant en commission de la Grande Commission mixte. Dans l'espace d'une génération, le Rwanda est devenu un pôle de stabilité, un modèle de développement que nombre de pays africains et même occidentaux viennent s'inspirer. C'est donc en toute sécurité que cette communauté malienne est installée sur le territoire rwandais. Elle ambitionne de faire briller le drapeau malien au Rwanda dans un souci d'union, de développement et de cohésion. Et toujours en rapport avec la diaspora malienne, tout en images, le mardi 11 avril 2023, aux environs de minuit, des magasins servant d'entrepôt à nos compatriotes à Lagos ont pris feu. Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers, les flammes ont tout dévasté. Et ici, on ne déplore aucune
Perte en vie humaine, les dégâts matériels sont importants. L'origine de l'incendie s'est réduite à la manipulation de carburant aux abords des magasins, selon les premiers témoins. Dès l'annonce de ce sinistre, une équipe comprenant des éléments de l'ambassade du Mali au Nigeria et du bureau du Conseil supérieur de la diaspora malienne s'est rendue sur les lieux pour constater les dégâts et apporter assistance à nos compatriotes. Et à en croire les autorités locales, les enquêtes sont déjà en cours pour déterminer les causes réelles de cet incendie. Ici, au Mali, assemblée extraordinaire de la Fédération malienne de cyclisme. Un nouveau statut adopté de façon consensuelle. Mohamed Nama Keïta, Idrissa Traoré nous en parle. Près de 6 heures de débat, de discussions, de propositions et de concessions, voilà les responsables de la Fédération malienne de cyclisme acclamant le nouveau statut devant régir la discipline pour le plus grand bonheur des coureurs et des inconditionnels du vélo au Mali. Chacun a parlé librement. Je suis vraiment satisfait de la conclusion de l'Assemblée parce que tous les points litigés ont été débattus en plénière et adoptés. Le nouveau statut contient des innovations. Il a été dit que un candidat, je suis candidat, je vais 4 ans. Et ensuite, à la fin, j'ai le droit de me présenter une seconde fois. Le Comité national olympique et sportif du Mali et la Direction nationale des sports et de l'éducation physique, témoins des travaux de cette assemblée extraordinaire, partagent les résultats et adhèrent à cette dynamique de la Fédération malienne de cyclisme. Cet exercice statutaire dénote encore une fois de plus votre engagement et votre disponibilité à respecter les textes qui régissent votre fédération. Le président de la Fédération malienne de cyclisme a invité l'ensemble des passionnés de la grande famille du vélo à rejoindre les rangs pour mieux construire la discipline avant de prendre l'engagement au nom du Bureau fédéral du cyclisme de ne ménager aucun effort pour la mise en œuvre intégrale du nouveau statut. Voilà, le sport qui fait du bien au corps. Focus également ce soir sur les bienfaits du jeûne sur la santé. Nous sommes pratiquement tous bien portants en ce moment. Oui, on déborde d'énergie malgré la fatigue. Qu'est-ce qui explique cela? Barakissa Ouattara nous dit déjà que le jeûne permet à l'organisme de se reposer pour se purifier. Mieux encore, le corps humain est nettoyé des vieilles cellules, des graisses, des déchets, des toxines qu'il a accumulées durant l'année par son alimentation et son activité. D'autres réponses, c'est dans ce reportage. Après avoir consulté son médecin, Mamadi Kouyaté, malade de diabète, n'a pas laissé un seul jour durant ce mois de Ramadan. Le jeûne semble lui faire d'ailleurs beaucoup de bien. J'ai le diabète depuis plus de 10 ans. Lors de la dernière consultation, mon taux de glycémie était élevé. Le médecin m'a prescrit des médicaments que je prends et en même temps je jeûne. Depuis le début du Ramadan, je n'ai eu aucun problème de santé. Les diabétiques en bon état général peuvent observer le jeûne à condition d'avoir une alimentation bien équilibrée. Selon les spécialistes, le jeûne aide notre organisme à mieux gérer les toxines issues de notre métabolisme. Le Ramadan peut permettre aux jeûneurs de perdre du poids, diminuer les résidus de graisse qui sont là. Et également, ça peut jouer en faveur d'une réduction du taux de cholestérol. Ça peut également ralentir pour quelqu'un qui est en train d'aller en surpoids progressivement vers l'obésité. Ça peut également ralentir cette progression. Un moyen naturel donc de prévenir certaines maladies telles que le diabète ou l'hypertension artérielle. Pour ce faire, le jeûneur doit rester dans le cadre du respect de l'alimentation équilibrée. Quelqu'un qui jeûne doit contrôler son alimentation pour rester dans ce qu'on appelle les 7 règles d'une alimentation équilibrée, c'est-à-dire encourager l'hydratation. Ça veut dire aussi, la deuxième règle, diversifier notre alimentation. Ensuite, la troisième règle, elle est toute simple aussi, privilégier la consommation de fruits et de légumes. La 4e règle consiste à réduire la consommation de gras.
Pour la 5e, il faut limiter la consommation de sucre artificiel et privilégier le sucre naturel. La 6e nous recommande d'éviter de grignoter. La dernière vise à éviter la sédentarité. Pour le jeûneur qui doit commencer le jeûne, le repas d'avant l'aube, qu'on appelle le sour, il est important pour le jeûneur d'avoir une assiette contenant des aliments riches en protéines. Les protéines, ce sont ces matériaux de construction de l'organisme. Ça peut être les protéines animales, tout comme ça peut être les protéines végétales. À la rupture, l'organisme qui a fait des heures sans boire ni manger a tendance à aller à l'hypoglycémie, c'est-à-dire cet organisme a beaucoup utilisé dans ses réserves de sucre, dans ses réserves de glucose. Donc, il faudra faire la rupture avec des aliments sucrés. En conclusion, le jeûne est sans danger pour certaines maladies chroniques à condition d'anticiper le mois de Ramadan avec l'aide de son médecin et en suivant les traitements si besoin en est. Merci pour toutes ces explications et un grand merci à nos téléspectateurs de Furu et de Turokoro Kadjulo. À demain, j'espère. Bonsoir à tous.